bien, chers amis lecteurs d'LTC Live, nous allons interviewer Edgar Weber. Edgar Weber, tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît, ton parcours, voir si éventuellement tu es historien de métier, dis-nous tout. Oui, bonjour, je ne suis pas du tout historien de métier. En revanche, j'ai enseigné l'arabe à l'université de Toulouse 27 ans et 10 ans à Strasbourg. J'ai vécu une dizaine d'années au Liban où j'étais allé comme professeur d'arabe et je suis professeur de français. Je suis revenu 10 ans après professeur d'arabe, d'où ma carrière universitaire en arabe et dans la civilisation arabo-musulmane. Et précisément au Liban Au Liban, alors j'étais à Beyrouth, à Batroun, au sud de Tripoli, à Bikfaya, les trois grandes villes où j'ai passé mes 10 années. Ancien protectorat français où la France, les Libanais ont toujours la France au cœur. Hein. Ah ben, totalement, et puis surtout c'était à partir de 1966 à 1976 et on peut dire aujourd'hui que cette francophonie a quand même nettement baissé aujourd'hui. Hein. Donc, aux événements, la guerre, etc. La guerre, les événements, la guerre civile et puis surtout tout le chaos du Moyen-Orient avec ce que l'on connaît, ce que l'on voit à la télévision d'une manière absolument incroyable. C'est plus le même Liban des années 60 que les années 2000. Quoi. Et, vous avez totalement raison. Donc j'y ai vécu dans un Liban heureux, qu'on appelait à l'époque la Suisse. La Suisse du Moyen-Orient. Suisse du Moyen-Orient. Eh bien aujourd'hui, lorsque je suis revenu 10 ans après, je n'ai pas retrouvé ni Beyrouth, ni Jbeil, comme je les avais vus avant la guerre. Dès qu'ils reconstruisent, en fait, c'est redétruit parce qu'il y a toujours une guerre. Quoi. Et alors je dois dire, effectivement, il y a des quartiers de Beyrouth qui ont été reconstruits et qui ont été très bien réussi. Ce sont vraiment des quartiers beaux maintenant. Bien que les Libanais disent « Oh non, c'est plus comme dans le temps », mais ça c'est la nostalgie qui parle. Plus dans le temps parce que c'est plus traditionnel comme à l'époque. Exactement, parce que d'abord les immeubles ne sont pas en train de s'écrouler, bien au contraire, c'est vraiment une architecture ottomane, enfin qui rappelle un peu l'Empire ottoman, etc. Mais c'est vraiment très beau. C'était un ancien territoire, c'est la Grande Monde qui descendait jusqu'à la Mecque et que nous dont on a hérité suite à l'effondrement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein. Exactement, dans les années 1920, etc. Donc le Liban a quand même été toujours une plaque tournante des grandes trajectoires et circulation du Moyen-Orient avec l'Europe. Oui. On avait deux protectorats là-bas, la Syrie et puis le Liban, et les Anglais avaient la Palestine. La Palestine et l'Irak. Et la Mésopotamie. Tout à fait, oui. Voilà, tout à fait ça. Et n'oublions pas que le Liban a été, à l'époque, faisait partie de la Grande Syrie, donc a été détaché voilà, de la Grande Syrie et c'est devenu un pays indépendant, bien entendu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait, toi, que finalement, tu es assez, on va dire, international, assez voyageur, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'amènes... Est-ce que c'est un roman historique ou c'est purement historique? Alors, c'est un roman historique, d'une certaine manière, mais surtout une biographie, parce que le titre du livre, Valentin le Housard du roi, est en réalité la vie de mon ancêtre que je découvre par pur hasard dans les archives militaires du château de Vincennes. À Paris. Oui, les fameuses archives, tout à fait, je connais. Ouais. Et donc, de la famille, évidemment, chaque famille a une saga qu'elle se transmet de père en fils. Et de fille à mère, il ne faut pas oublier les femmes aujourd'hui. Et on disait, dans la famille, on disait qu'on avait un ancêtre qui était contemporain de Napoléon. C'est tous les renseignements que j'avais. Et qu'est-ce qui a fait que tu étais amené aux archives? Initialement, tu as découvert un ancêtre, mais tu venais pourquoi? Je venais pour faire du tourisme au château de Vincennes. Donc, j'avais aucune idée de mon ancêtre à ce moment-là. Et à la fin de la visite, la guide nous a dit, vous voyez le bâtiment en face, ce sont les archives militaires. Si jamais vous avez un ancêtre qui a été dans l'armée, eh bien, vous trouverez des renseignements. Et puis je dis, mais c'est formidable, mais c'est le moment d'y aller. Effectivement, je suis allé et parlais d'un bibliothécaire, enfin, disons, d'un employé. Je suis tombé sur le Valentin Weber, effectivement, qui était mon ancêtre. Là, je découvre quelque chose de fabuleux. C'est d'abord le régiment Lausanne, qui avait ceci de particulier, ne pouvait être engagé dans le régiment de Lausanne que des Lorrains et des Alsaciens germanophones. C'était un régiment français. Le terme Housard. Alors le terme Housard est très intéressant aussi parce qu'il vient du mot Hús, qui en hongrois signifie 20, le chiffre 20. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'Empire austro-hongrois, on prenait
en Hongrie le 20e garçon d'une tranche d'âge. Et on réunissait ces 20e, donc ces Hous, on les réunissait et on en faisait un régiment d'élite contre les Turcs. Et on les armait avec les armes des Turcs, le sabre courbe, les guêtres, enfin, etc. Ça, c'était en France, c'était où? Alors ça, c'était en Hongrie. En Hongrie, d'accord. Hongrie, c'est le tout premier régiment de cela. Et c'est Louis XIV qui va accepter un régiment dirigé par Esterházy, un grand général hongrois, austro-hongrois. Et Louis XIV va donc permettre l'éclosion d'un régiment de hussards, c'est la première orthographe du mot. Et c'est Louis XV qui va rajouter 4 autres régiments. Et Louis XVI va ajouter le dernier régiment des hussards qui a combattu aux États-Unis avec Washington pour l'indépendance des États-Unis. Et comme ils ont remporté la victoire de Newport, eh bien, Louis XVI a d'une certaine manière reconnu ce régiment et on a fait le 6e régiment de hussards. Et c'est là où mon ancêtre s'engage en 1784. Et alors donc on arrive dans cette biographie, le sous-titre c'est Dans la tourmente révolutionnaire pour le premier tome et le deuxième c'est Coup de sang d'un conformiste. Alors pourquoi tu as classé en deux tomes en fait et pourquoi pas un seul ou 3 par exemple? Eh ben, il y aura un 3e volume qui terminera, donc ça va mener jusqu'à la mort de mon ancêtre en 1822. Il a une longue histoire alors? Une très longue histoire parce que justement il traverse toute la Révolution et tous les grands événements, il est aux grands événements. Il est à l'arrestation du roi à Varennes, il est au massacre de Nancy en 1780, il est à Valmy, il est à l'Escale, d'autres batailles sur la frontière du Nord-Est, voilà. Et avec l'intermède de Napoléon, comme il est lui resté royaliste, comme le régiment de Lausanne est resté royaliste, eh bien il y a une période de Napoléon qu'il ne suit plus. Mais en revanche, il déserte, comme beaucoup d'officiers, et il rejoint l'armée de Condé, l'armée des émigrés. Et là, il va se battre contre les républicains pendant une dizaine d'années avec Condé, jusqu'au moment où ce régiment est lui-même éliminé parce que les Anglais ne payent plus la solde et les Autrichiens ont toujours, d'une certaine manière, méprisé ces aristocrates français qui s'étaient mis en tête de sauver la France, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est en 1815, lorsque Napoléon lui-même disparaît, eh bien, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que le frère de Louis XVI est mis sur le trône. Le fameux monsieur. Le fameux monsieur, exactement, et le comte de Provence, et il est fait roi par les Anglais et les Russes pour occuper le trône. Et du coup, mon ancêtre, eh bien, peut de nouveau revenir en France, puisqu'il a été condamné. C'est la Restauration, ça? C'est la Restauration. Charles X, c'est ça? Non, Louis XVIII. Ah oui, Louis XVIII. Louis XVIII. Et donc, il revient en Lorraine, où il va terminer ce jour dans un petit village à côté de Bitche. Ça se termine sous la Restauration, donc le troisième opus, quoi. Voilà. Autrement dit, alors c'est un destin assez incroyable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'engage sous le roi, qui promet fidélité au roi et qui doit se bagarrer contre la royauté dans un régiment révolutionnaire et finalement, bien que Napoléon ait tout rasé de la royauté et peut-être même de la Révolution, eh bien, il va finir ses jours sous la royauté. Donc, c'est un chouan de l'Est, alors. Absolument. Et donc, alors là, je m'imagine, bien entendu, ça c'est le romancier qui parle, et donc, voilà quelqu'un qui aurait pu désespérer toute sa vie parce qu'il allait d'échec en échec sur son projet initial, mais qui va terminer ses jours sous Louis XVIII, qui est finalement une consolation puisque le roi est revenu. Alors les Chouans, ils avaient le cœur sacré de Jésus sur fond blanc, le cœur sacré de Jésus en rouge, mais eux par exemple, le Housard, il avait quoi comme... Alors le drapeau blanc, fleur de lycée doré. Voilà, exactement, c'est ce drapeau-là, fleur de lycée, et d'ailleurs qui va être l'objet d'une grande discussion avec Charles X. Hein, donc voilà, puisque que la royauté a été à nouveau perdue. Oui, mais justement, je crois que Charles X a commis là, enfin, on peut le dire par après-coup, mais ça n'a pas de sens. Les après-coups ne valent rien. Mais s'il avait accepté le drapeau tricolore, peut-être que nous serions encore
sous une royauté Constitutionnelle, c'était l'époque de Lamartine qui était député à l'époque. Mais il y en a beaucoup qui auraient été relativement favorables à une royauté, comme en Belgique, comme en Espagne. Constitutionnelle, oui. Constitutionnelle, voilà. Et là, il y a un cap qui a été raté. Et si on est un peu, je vais dire, pas philosophe, mais enfin rêveur, on peut se demander pourquoi nos présidents, en fait, fonctionnent souvent comme des rois, comme des monarques, pas comme des rois, comme des monarques, mais ils auraient pu être, j'allais dire, de bons présidents à côté d'un bon roi. C'est surtout depuis la 5e qui sont des rois présidents. Oui, bien entendu. Taillés sur mesure pour De Gaulle. Oui, surtout. Enfin, c'est surtout là où cette chose se... Je crois que la première, la deuxième ou la troisième République, jusqu'à la 4e, qui n'avait pas existé, puisque c'était la période Vichy, j'allais dire les rois, c'est un lapsus, quand dirais-je, les présidents avaient un rôle représentatif, c'était surtout le Premier ministre de l'époque, le président du Conseil qui avait le... Conseil qui avait le pouvoir, donc déjà là, en fait, le président était plutôt symbolique. Oui, voilà, donc la tête était symbolique. Et il faudrait peut-être réfléchir là-dessus. Parce que si on concentre tous les pouvoirs au sommet de la pyramide, eh bien, c'est vrai qu'on peut avoir parfois cette impression d'une démocratie qui est un peu, malmenée. Une démocratie royale. Oui, une démocratie, oui, c'est ça, impériale. Quoi. Impériale, ouais. Alors là, donc les deux livres-là, ils sont Collection République, La Valette, c'est ça, c'est ton éditeur. Tu peux nous toucher un mot ou deux de l'éditeur. Ah ben, l'éditeur, c'est d'abord un homme charmant. Alors, je dirais que, j'allais presque dire ce qui est rare, non, j'exagère en disant ça, mais enfin, c'est quelqu'un qui est d'abord attentif au texte. Voilà, et qui s'est sans doute juré de ne pas faire une fortune à partir de ça. Donc il reste dans, j'allais dire, les amateurs, mais au sens d'amateur, c'est-à-dire celui qui aime. Celui qui aime les choses, celui qui aime les beaux livres. Voilà, exactement. Et donc cet éditeur, il a pris le risque et le courage, enfin d'éditer des livres un peu particuliers, quoi. Enfin, le texte lui a plu. Et puis la problématique peut-être du sujet aussi intéressant, c'est de voir un fils de paysan qui a un idéal et qui reste fidèle à un idéal jusqu'à la fin de sa vie. Et là, en l'occurrence, son idéal se réalise. C'est-à-dire une espèce d'hymne à la patience, un hymne aussi aux idées fortes que l'on veut défendre. Eh bien, il préférait mourir peut-être avec ces illusions-là plutôt que de se renier et de courir tous les vents de l'histoire. C'est une leçon aussi d'une certaine manière. Alors, je vois que l'illustration, c'est du deuxième ouvrage d'Aventin, le Beaux-Arts du Roi, Coup de sang d'un conformiste. C'est la bataille de Valmy. Le premier ouvrage, c'est le fameux massacre de Nancy, dont quasiment plus personne ne parle aujourd'hui. C'est en 1790. Il y a eu à Nancy la révolte de 3 régiments qui s'étaient révoltés contre leurs propres officiers, en fait, qui utilisaient leurs soldes, la caisse noire, qui utilisaient leurs soldes à faire la bringue, et les soldats n'en voyaient jamais rien. Quoi, Ils ne pouvaient pas faire la bringue. Et non, évidemment que non, mais les autres faisaient... Non, je résume un peu brutalement, faisaient la bringue. Et avec la Révolution, voilà que les soldats ont le droit d'interroger les officiers, de leur dire « mais que faites-vous avec l'argent ?» C'est un changement de mentalité très grand. Et donc les officiers les ont envoyés promener en disant « mais qu'est-ce que vous voulez, vous avez... » Bon, mais les officiers ne s'étaient pas rendus compte que le vent avait tourné déjà dans l'histoire. Et donc ils se révoltent. Mais une révolte de 3 régiments, ils enferment les officiers. Et du coup, évidemment, Paris, c'est-à-dire le roi et surtout Bouillé et Lafayette, eh bien, ne peuvent pas supporter ça. Et Bouillé, c'était quoi son rôle ? C'était le gouverneur de Metz. C'est le gouverneur militaire de la région, qui habitait à Metz et qui était le responsable militaire de tout l'Est. Et donc, c'est surtout Bouillé qui va être chargé de rétablir l'ordre. Le Belle-Île de l'époque, alors. Oui. Et il va envoyer plusieurs régiments à Nancy
pour mettre l'ordre. Et les hussards de Lauzun, donc là où se trouve Valentin, a été le régiment qui il a eu une cinquantaine de morts, et il y a eu un massacre quand même à peu près de 150 civils et militaires, et plus de 300 blessés. Hein. Donc c'est un événement qui a marqué l'histoire à l'époque, aujourd'hui se passait. Et donc il y a eu un phénomène, une chose très intéressante, l'arc de triomphe, l'arc à Nancy, l'arc des îles. Eh bien, des îles, c'est un jeune lieutenant breton qui s'est interposé entre Bouillé, entre les hussards et les mutins, pour calmer, parce qu'il voyait que ça allait dégénérer dans un massacre. Il manque de peau. Quelqu'un a tiré sur lui et on a cru que c'était le signal pour attaquer. Du coup, les hussards ont foncé, ils sont rentrés dans Nancy et ça a été un massacre d'une journée entière. Donc c'était hussards contre hussards. Alors, non, alors le mot hussard, c'est le mot qu'on donnait du temps du roi à ce régiment d'élite. Et avec la Révolution, lorsqu'il y aura la refonte de toute l'armée, on ne parlera plus que de hussards, mais c'est le même mot. Voilà. Et le mot houze signifie donc en hongrois vin. Et donc on prenait les vins. On parlait tout à l'heure, ouais. Pas le vin à boire, mais le chiffre. Oui, les chiffres, oui. Voilà. Donc le prochain bouquin, ça termine la biographie de ton ancêtre, mais toutes les infos, là, tu as trouvé ça quand tu étais à Vincennes, ou alors après tu es parti en extrapolation, ou tu as trouvé des informations ailleurs? Quel est ton modèle de recherche? Alors je procède de la manière suivante. D'abord, le 80% de tout ce que j'écris là est attesté dans les archives militaires que j'ai trouvées Toujours à Vincennes. Donc que je fréquente et que je compulse très régulièrement. Pour la période en Allemagne, là, évidemment, il n'y a rien, mais il y a le fonds Condé. Condé a aussi ses archives à Chantilly. Et donc là, on trouve aussi les campagnes qu'a mené Condé. Alors ce que je fais... Où était ton ancêtre? Et il était dans l'armée de Condé, et surtout, il était directement dans l'armée d'Enghien, que Napoléon va... Le fameux duc d'Enghien qui va être tué parce qu'il est resté fidèle au roi. Voilà, exactement. Et donc il combattait avec Condé. Il était maréchal. Il avait un chien, le duc d'Enghien d'ailleurs. Hein. Absolument, Mohilov. Mohilov, alors c'est une ville qui se situe en Ukraine aujourd'hui. À l'époque, c'était la Volhynie. Et son amante, Charlotte, la fille, la nièce de l'archevêque de Rohan, eh bien, lui a offert, donc cette Charlotte a offert le chien à Enghien lorsqu'ils étaient en Russie. Il a été fusillé avec son chien d'ailleurs, il y a un tableau, je ne sais plus de qui c'est. Le chien n'a pas été fusillé. Mais lui a été fusillé avec le chien à ses pieds. Et le chien, évidemment, l'a suivi d'Allemagne jusqu'à Paris. Et c'est le chef de l'exécution qui a ramassé le chien et il a encore vécu quelques années avec lui. Avant tes deux ouvrages, plus celui qui va venir, qui clôturera apparemment, parce que j'ai compris, qui va clôturer ta trilogie, tu as fait d'autres livres et après on verra qu'est-ce que tu auras comme projet futur. Alors j'ai écrit, donc je suis un universitaire de choses, donc j'ai écrit une vingtaine de livres sur la littérature arabe, une dizaine en fait, à vrai dire, sur le roman et les mille et une nuits. Donc c'est plutôt ça ma spécialité, et une dizaine de livres aussi sur l'islam. Voilà, donc une vingtaine de livres universitaires. Bon, ça, c'est l'islam, c'est le Coran, etc. L'origine de la rédaction du Coran, notamment à Médine. Tout à fait. Ma première thèse, en fait, portait sur le Coran. Donc je confirme dans l'information, j'avais entendu que le Coran au départ a été écrit par des gens qui étaient aussi bien juifs que musulmans. Ah ben, c'est obligatoirement parce que les Bédouins ne savaient pas écrire, donc c'est pas les Bédouins arabes qui ont écrit le Coran, c'est des gens qui savaient écrire, ou qui savaient écrire à l'époque. C'était d'abord les Juifs. Eux qui écrivaient depuis plus de 1000 ans, ils avaient la Torah, etc. Ils savaient ce que c'est. Et donc, il ne faut jamais oublier que les premiers musulmans, c'était, évidemment des païens, mais également des juifs et des chrétiens nestoriens. Or, ceux-là avaient déjà, depuis des siècles et des siècles, une culture de l'écriture, une culture du texte sacré, une culture Lorsqu'on regarde le Coran, il est évident qu'il y a une source commune sur les prophètes, sur Abraham. Jésus, par exemple, Mariam, qui est la mère de Jésus. Oui, mais tout ça, ce sont des sources qui circulaient au Moyen-Orient, et le Coran fait une certaine synthèse, pour être bref. Le syncrétisme un peu. Exactement, bien, au sens positif, évidemment, de ça.
Ouais. Alors, par exemple, les nestoriens, tu peux nous toucher un petit mot dessus là, comment ils sont arrivés justement à passer de l'Église catholique aux musulmans là? Alors, au moment où l'Église se détermine, c'est-à-dire se codifie, se dogmatise d'une certaine manière, 3e, 4e, 5e siècle, ce sont les siècles des grands conciles. Parce que quelle est la question qu'il faut résoudre? Il faut savoir qui est Jésus. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un ange? Est-ce qu'il est homme et Dieu? Est-ce qu'il est un homme qui a cessé d'être homme et qui est devenu Dieu? Enfin, tout ça, C'est le Fils de Dieu. eh bien, évidemment, bien entendu. Qu'est-ce que ça signifie être fils de Dieu? Alors, est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est fils de Marie? Enfin, tout ça, ce sont des questions extraordinairement complexes qui ont été réglées à cette période-là. Or, là aussi, il faut aller vite, mais les nestoriens sont justement ces chrétiens d'Istanbul, enfin Istanbul aujourd'hui, après Constantinople, qui ne suivaient pas Des Ottomans à l'époque. Ah non, non, surtout pas. Les Ottomans vont venir 3-4 siècles plus tard. C'est des Grecs, quoi. Et donc, les nestoriens, c'est une branche de l'Église qui ne suit pas de tout à fait ce que pensent les chrétiens d'Alexandrie, par exemple, ou d'Antioche. Et du coup... Il y a plusieurs écoles, effectivement. Entendu. Et alors, quelle est la tendance chrétienne qui va prendre le pouvoir? Parce que c'est celle de l'empereur. C'est toujours le pouvoir politique qui va instaurer l'orthodoxie. Hein, voilà. Et donc, du coup, ceux qui n'étaient pas d'accord, ce sont des hétérodoxes ou bien ce sont des déviants. Et du coup, donc, les nestoriens vont se trouver être en dehors du champ politique. Et donc, ils vont être persécutés. Ils vont se réfugier en Irak, en Inde, en Arabie du Nord. Nestor qui lui-même était... Nestorius qui était l'évêque de Constantinople à un moment. Ce n'était pas du tout un crétin, là. Il ne faut surtout pas s'imaginer ça. C'est une réflexion théologique sur le Christ, sur le salut, sur Marie, sur la résurrection, enfin, etc. Un théologien. Et donc, ces nestoriens, donc au 6e, 7e, 8e siècle, étaient de très grands missionnaires. Ils sillonnaient la Perse, ils sillonnaient l'Inde, ils sillonnaient... Vraiment dans l'évangélisation, quoi. Ils étaient totalement de l'évangélisation. Et c'est au moment où éclot l'islam. Et donc, si on veut faire une réflexion historique et critique de l'éclosion de l'islam, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'environnement dans lequel l'islam a éclos. Voilà. Le prochain bouquin, alors, qu'est-ce que tu as sous le feu, Edgar? Alors, tout. Dans ma tête, j'en ai beaucoup. Donc, d'abord, terminer le 3e volume, c'est-à-dire Valentin. Sans l'avait dit, hein, mais tu as un projet futur sur le feu quelque chose? Oui, alors ça, c'est quelque chose de revenir à la vie de mon oncle. Alors, mon oncle... Encore une biographie? Encore une forme de biographie, mais ça, c'est intéressant parce que, d'abord, mon oncle et mon grand-père sont nés allemands. On oublie que les Lorrains et les Allemands... Il y a Bolt, meine Herren. Ils ont été annexés, et ils ont été allemands. Hein. Et donc, lorsqu'on fête, j'allais dire, la grande célébration de 14-18 en Alsace et en Lorraine, on oublie parfois que les soldats, ce n'étaient pas des Français, c'était des Allemands qui sont tombés. Or, mon oncle, à 17 ans, faisait participer à la bataille du chemin des Dames, vous vous rendez compte, du côté allemand. Il a été un des survivants d'une horrible bataille et a été envoyé après en Russie. En fait, ça s'appelait Russie, en réalité c'était l'Estonie. Oui, parce qu'à l'époque, les pays baltes étaient russes. Exactement. Et donc, il va être envoyé là-bas. Mais c'est avant la Révolution de 17. Exactement. Mais en 18, lorsque est signée la fin de la guerre, eh bien, tous les prisonniers alsaciens et lorrains, qui étaient allemands, se retrouvent du jour au lendemain français. Et du coup, ils se disent, nous, on n'a plus rien à faire ici, on est français, on veut rentrer chez nous. Et donc, il y a eu une convention qui leur permet de revenir chez eux. Et l'oncle revient, et sur le pont de Kiel, en traversant le Rhin, donc à Strasbourg, sur le pont de Kiel, il rencontre qui? Son père, qui lui aussi revenait de guerre et dont il n'avait plus aucun souvenir depuis 2 ans. Et il rentre à pied de Strasbourg à Bitche. Voilà. C'est hyper intéressant. Oui, alors, je n'ai pas de document là-dessus, mais c'est un récit qu'il m'a fait. Et là, tu vas extrapoler, tu vas faire comment alors? Donc il faut que je recherche son régiment. Dans les archives, je trouverai quel était le nom du régiment dans lequel il... était dans l'armée de terre, casque à pointe, etc. Non, il était dans l'artillerie. Libéré. Ouais. Voilà. Et donc ça, je trouverai. Donc dès que j'aurai son régiment, je saurai où le régiment a transité, etc. Et puis
Puis je raconterai un peu sa vie aussi, puis surtout cet épisode de la guerre. C'est-à-dire, il faut imaginer un gamin de 17 ans qui déjà porte les armes dans une bataille horrible. Il n'y a pas d'âge à cette époque-là, on prend les jeunes de 17 ans, ouais, tout à fait. Ouais. C'est absolument fabuleux. Et comment On voit la boucherie en plus. on l'envoie à la boucherie, et comment, à 22 ans, c'est un vieux. Oui. C'est Des gueules cassées à l'époque, etc. Ouais. Mais oui, c'est plus du tout, j'allais dire, les gamins que nous avons aujourd'hui à 22 ans. C'est le début de la chirurgie esthétique, etc. Et alors, ce qui est intéressant, Prothèse. il a un frère, cet oncle, c'est-à-dire mon père, mais qui lui, évidemment, était gamin. Il avait 10 ans de moins que lui. Et c'est intéressant de montrer à quel point mon père et donc son frère ne se sont jamais entendus. Parce que l'autre parlait évidemment d'une expérience qu'il avait faite horrible. Fabuleuse, alors Fabuleuse. L'autre, il a été gâté par sa mère, il était resté dans les jupes de sa mère. Voilà. Et travailler peut-être un peu sur cette mentalité, comment les événements peuvent transformer la tête d'un homme. Et dans l'artillerie, il y avait des grosses Bertha, il y avait la croupe, etc. Et juste pour te demander, il y avait beaucoup d'utilisation des chevaux pour déplacer l'artillerie. Tu vas parler aussi un peu de cette souffrance des chevaux, tu vas faire un parallèle un petit Et peu. voilà, alors ça c'est un autre domaine qui est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire la part du cheval dans les batailles. On oublie que sans les chevaux, rien ne se faisait d'abord dans le Tout transport. n'était pas motorisé à l'époque. Voilà, aujourd'hui, on s'imagine, on prend la voiture et on s'en va. Mais non, tout se faisait à cheval à l'époque. Donc, il y avait toute une organisation, il fallait prévoir, il fallait avant, il fallait pouvoir les remplacer. Il y avait une mortalité très importante des chevaux et des chiens aussi. Et exactement, des chevaux, surtout les maladies, enfin, etc. Et puis Épuisant surtout. et oui, mais c'était épuisé, donc on ne pouvait rien faire. Donc ça ralentissait les déplacements. Enfin, et puis surtout prévoir, il y avait toute une organisation, parce que lorsqu'on arrive à un endroit, il fallait y trouver la nourriture. Il fallait la paille et le foin et l'avoine, enfin, etc. Donc tous, oui. Surtout déplacer, quand il fallait déplacer d'une colline à une autre une grosse Bertha, c'était un sacré boulot pour les hommes et les chevaux. Ah bah oui, bien entendu. Alors ça c'est l'artillerie lourde. Lui, apparemment, était de l'artillerie légère. Quoi. C'est les postes moins lourds. Parce que l'artillerie lourde, les grosses Bertha, ils s'étaient fixés à un endroit et on les déplaçait très rarement. Hein. On ne pouvait pas les déplacer comme ça du jour au lendemain. C'était une organisation... oui. Alors on conclut en faisant un petit rappel, donc Valentin Le Houzard par Edgar Weber, donc c'est le livre qui sort, tome 1, tome 2 et bientôt le tome 3. Un petit mot juste pour la fin, rapide, si tu devais donner une petite anecdote sur la rédaction de ton ouvrage qui sort là, que tu dédicaces au Salon du Livre de Metz, ça serait quoi? Alors l'anecdote, c'est, je dirais, la surprise. On a tous dans nos familles un homme, un ancêtre, un oncle, un frère, etc., que l'on croit connaître. Et là, lorsqu'on travaille sur des documents, on est ébahi par tout ce qu'un individu peut faire dans la vie. Lorsque je réfléchis un peu tous les événements auxquels il a participé, je me dis, mais si on écrit ça dans un roman, on se dit, mais enfin, le romancier... C'est vraiment un roman, quoi. Oui, c'est un roman. Là, il exagère, mais là franchement, ça sort de la tête de quelqu'un qui rêve. Et là, c'est-à-dire l'adéquation entre, j'allais dire, ce qu'on n'ose pas imaginer et ce qu'ils ont vécu. Et je pense, souvent c'est le cas de tous les combattants qui participent à des événements que l'on croit incroyables, et pourtant c'est vrai. Petit mot de la fin, tu ferais un parallèle par exemple entre le thème des désirs et ce que tu écris. Tu as un parallèle à définir, une petite histoire que tu as vécu, quelque chose? Le thème du salon cette année, du Salon du Livre à Metz, c'est les désirs. Tu as un petit parallèle avec l'histoire? Les désirs. Alors là, effectivement, qu'est-ce qu'on désire dans la vie? Mais bien entendu qu'il y a un lien tout à fait fabuleux. Valentin, qu'est-ce qu'il désirait? Toute sa vie, il ne désirait que cela, le retour du roi. Or, tout prouve dans sa vie que le désir est impossible. La révolution... Frustration alors. Ah ben, évidemment, la révolution détruit déjà une première illusion du désir. Ça c'est fini. Le roi ne reviendra plus puisqu'on lui coupe la tête à Marie-Antoinette. Napoléon arrive. Alors là, c'est fini. Alors, c'est une deuxième couche où le désir, là, il n'y a plus à désirer le retour du roi. C'est pas possible. Et pourtant, Louis XVIII revient et le désir de Valentin
s'épanouit dans toute sa totalité. Il va mourir sous un roi. Heureux. Parce qu'effectivement, sa vie aura subitement repris du sens. Car seul le désir dans la vie donne du sens à la vie. Très belle phrase de conclusion. Cher Edgar, merci, bonne soirée. Bonne fin de journée plutôt. Merci beaucoup. Lapsus révélateur, j'aimerais mettre le sort déjà pour dormir. Salut.